Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le chef de l'État rétribue les lauréats du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Et au Kenya, le président et les chefs de l'opposition demandent pardon au peuple. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier soir à la remise du prix du chef de l'État aux lauréats du concours régional de lecture du Saint-Coran. Intervenu comme à l'accoutumée sous la forme d'une cérémonie organisée à la résidence privée du président de la République de Dar el-Goud à Haramouz, la remise du prix de chef de l'État aux lauréats du concours régional a rétribué respectivement et par ordre de mérite cette année les candidats Abdurrahman Farah Mohamed de nationalité djiboutienne, Omar Mohamed Goud de nationalité soudanaise, Abdallah Mounir Bahimoud de nationalité yéménite. Créé en 1999 à l'initiative du président Guelleh, le concours de lecture du Saint-Coran est une compétition ouverte aux ressortissants de tous les pays de la sous-région et qui a eu lieu une fois par an à Djibouti dans le mois béni du Ramadan. Et si sa fonction première est de contribuer à l'émergence d'une élite religieuse, le concours régional de lecture du Saint-Coran participe également d'une volonté plus politique entendant prémunir les jeunes contre le risque très répandu dans le monde d'aujourd'hui de manipulation et de fanatisme. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Barré, et ses principaux collaborateurs ont pris part à cet événement. En nouvelle nationale toujours, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, chargé de l'industrie donc, en étroite collaboration avec la Banque mondiale, a tenu hier au Palais du Peuple une réunion de prise de contact avec les responsables techniques en charge des institutions étatiques travaillant sur les intempéries suite à la tempête tropicale Sagar pour procéder à l'évaluation de l'impact et des besoins de reconstruction nécessaires dans l'immédiat. Et pour nous en parler donc, Hussein Aoula est avec nous. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Alors sur quoi a porté cette réunion et quelles étaient les principales personnalités présentes également? Oui, effectivement, donc Ahmed, la mission est composée d'experts donc a pour objectif de recenser et d'évaluer les dégâts commis lors de ces tempêtes et dans tous les secteurs afin de mettre en place une stratégie pour mieux appréhender ce genre de phénomènes issus du changement climatique. La mission a profité de l'occasion pour faire une revue des dispositifs, des réponses en vue d'aider notre pays à se renforcer pour mieux gérer donc des situations futures. Outre le ministre de l'économie et des finances, cette réunion a vu la participation du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdellah Ouaïs, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, la ministre déléguée chargée au logement, Mme Amina Abdi Aden. L'impact que le cyclone a eu ou les intempéries ont eu sur la vie économique et sociale de Djibouti. Donc qui dit rapide va donner une certaine marge d'erreur ou de ne pas être suffisamment compréhensible, comment dire, englober tout, mais soyez rassurés, c'est un exercice qui est fait de manière méthodique, la même façon dans tous les pays du monde, par la même équipe. Donc, bien sûr, les experts sectoriels vont différer d'un pays à l'autre, mais c'est la même équipe, c'est la même méthodologie qui est appliquée et c'est reconnu par toute la communauté internationale. L'équipe que vous voyez ici, à la banque, où tous les pays nous donnent une cagnotte et nous disent, voilà, au cas où il y a une intempérie quelque part, déployez-vous rapidement. Et donc, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, dans son allocution, dit que Djibouti a été impacté par le changement climatique avec la tempête tropicale baptisée Sagar qui a causé donc d'importants dégâts matériels. Le ministre donc a rappelé qu'avec le changement climatique qui connaît la terre entière, donc depuis ces dernières années, Djibouti n'est plus à l'abri depuis donc d'un phénomène aussi dangereux qui est la tempête tropicale Sagar et qui ces changements climatiques et que l'on croyait théoriques peut donc s'est réalisé donc facilement. On l'écoute, le ministre de l'économie et des finances. Beaucoup de dégâts et on a voulu donc avoir toutes les institutions pour prendre un peu pour mieux appréhender
la mission et ses objectifs. Il se trouve qu'en raison de ce changement climatique qui est tant évoqué, le moment est venu pour nous, Djiboutiens en tout cas, de l'accepter en tant que tel parce que ce n'est plus un phénomène cyclique rare, mais ça devient de plus en plus régulier et selon les spécialistes, ce phénomène risque de se répéter fréquemment, malheureusement. Donc on a pu nous en sortir pendant de longues décennies, quand de telles crises s'abattaient sur Djibouti, parce qu'elles étaient rares. Je pense que le moment est venu de construire une société, un pays et une économie résiliente. Vous savez très bien que 80%, 85% de notre PIB est autour du secteur tertiaire. Et le secteur tertiaire est principalement concentré sur un axe extrêmement fragile d'un point de vue une résilience face aux conséquences du changement climatique, des inondations et des cyclones. Je parle des grandes infrastructures portières, aéroportuaires, maintenant ferroviaires, mais également toute l'économie de Djibouti. Et dans le cadre des programmes et des activités de bienfaisance organisées durant ces mois bénis du Ramadan, l'établissement Abou Ahmed continue donc de distribuer de l'aide alimentaire et financière aux ménages vivant dans les régions de l'intérieur et en particulier dans les zones rurales. En effet, le propriétaire de cet établissement, Abou Ahmed Abdurrahman Ahmed Taha, s'est rendu ce matin à la localité donc de Dafo, dans la région de Tadjoura, dans le nord du pays, afin de distribuer une quantité importante donc de produits alimentaires de base et aides financières et des vêtements à quelques 500 familles. La cérémonie de distribution s'est déroulée donc en présence notamment du préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banouita. Les familles bénéficiaires ont reçu des sacs de sucre, des farines, des haricots, des pâtes et des dattes ainsi que des vêtements pour femmes et de l'aide financière donc pour acheter des vêtements de la Eid al-Fitr. Le propriétaire de l'établissement Abou Ahmed, donc Abdurrahman Ahmed Taha, a exprimé ses remerciements et sa gratitude donc aux autorités locales pour l'accueil chaleureux, en soulignant que cette initiative s'inscrit dans les directives du président de la République pour aider les familles donc vulnérables dans la société. Il a affirmé dans une interview accordée donc à la télévision nationale que ce geste humanitaire est l'incarnation des valeurs de solidarité nationale sur le terrain. Abou Abdurrahman Ahmed Taha a exprimé aussi le souhait de poursuivre ce projet caritatif pour la satisfaction des segments et des groupes vulnérables dans notre société. Et le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, donc, a exprimé donc ses remerciements à l'établissement Abou Ahmed pour l'adoption de ce geste humanitaire généreux qui contribuera à répondre aux besoins des familles pauvres et à faible revenu dans la région de Tadjoura et des villages environnants. Il a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique menée par le président de la République en vue d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Le préfet de la région a expliqué que l'établissement Abou Ahmed met en œuvre ce programme depuis 30 ans. Il convient de noter que l'établissement Abou Ahmed a distribué la semaine dernière une aide similaire à la population de deux localités de Omar Djaga et Gued Arouin dans les régions Gued Arouin, d'accord, dans les régions d'Arta. Autre nouvelle du pays, dans l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, l'ONARS a organisé hier une cérémonie de remise des clés des taxis Piaggio, bénéficiaires du projet d'autonomisation et d'intégration des réfugiés et djiboutiens financé par le gouvernement belge et mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec l'ONARS. Cette cérémonie a vu la participation donc du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, de la chef de mission de l'OIM, Lalini Verasami, et des réfugiés et djiboutiens qui ont bénéficié de ce programme. Une dizaine de badges donc ont été gratuitement offerts à ces derniers afin de leur permettre de sortir de la précarité et pour les réfugiés donc une autonomisation et intégration en République de Djibouti afin de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat.
Sous la politique clairvoyante d'ouverture du président de la République, la loi sur le statut des réfugiés a permis aux réfugiés installés à Djibouti de s'épanouir pleinement au sein de la société. Le permis de conduire, les vignettes, la carte grise, l'assurance, le RAD aux régies automobiles de Djibouti, les visites médicales, tous ont été offerts gratuitement à ces jeunes bénéficiaires. Pour essayer de débloquer des choses pour que ce projet se concrétise, que ça soit les permis de conduire, que ça soit l'assurance, que ça soit l'achat des badges. Donc on est arrivé aujourd'hui à ce que tous ces documents soient là aujourd'hui. Et je le précise, pourquoi? Parce que je veux vraiment que vous réalisiez tout le sacrifice, tout le travail qui a été fait pour que ce projet puisse se concrétiser. Et l'importance que vous devez vous assumer maintenant sur cette responsabilité que vous devez prendre dans ce nouveau business que vous allez entreprendre et surtout dans la région dans la commune de Balbala. Vous devez faire en sorte que c'est un business il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Le risque est tellement bas pour que ça ne fonctionne pas, donc c'est vraiment tout le travail que vous allez fournir, tout l'engagement que vous allez mettre ensemble à travailler ensemble qui va mener à ce que ce business fonctionne. Mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas parce que c'est vraiment un business qui est en demande. Les gens ont besoin de se transporter d'un point à un autre. Il n'y a pas de raison que vous puissiez pas utiliser ce business pour pouvoir vous autonomiser. D'accord? Donc, je précise cela parce que je veux vraiment que vous soyez quelque part le groupe qui fonctionne et que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, on voit vraiment encore vos projets continuer et que ça soit un projet durable. Je remercie le Royaume de Belgique qui a financé ce projet. Je remercie l'ONARS parce que c'est un projet qui était que nous on a mis en œuvre, mais c'était surtout pour dans les cadres des activités que l'ONARS entreprend. Et surtout le ministre de l'Intérieur qui a débloqué des choses directement pour vous. Et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, a dans un mot prononcé à cette occasion indiqué que ce projet est une réussite nationale qui marque encore une fois plus d'encore un cadre harmonieux pour l'autonomisation et l'intégration des réfugiés en République de Djibouti. On l'écoute. À mon tout propos, je me réjouis de votre présence pour cette journée historique qui marque la remise des clés des taxis PGO aux bénéficiaires du projet d'autonomisation et intégration des réfugiés et djiboutiens financés par le gouvernement belge et mis en œuvre par l'OIM en collaboration avec l'ONARS. Ce projet noble et ambitieux est destiné à ouvrir à des jeunes djiboutiens très vulnérables et des jeunes réfugiés de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Ainsi, ces jeunes entrepreneurs en herbe pourront trouver leur voie et s'épanouir pleinement au sein de la société grâce à leur micro-entreprise. Mesdames et messieurs, ce projet est une réussite nationale qui marque encore une fois de plus un cadre harmonieux pour l'autonomisation et l'intégration des réfugiés en République de Djibouti. Je tiens à remercier le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour la politique d'ouverture de son gouvernement, mais aussi pour la loi sur les statuts des réfugiés qui reconnaît les droits fondamentaux de la République de Djibouti pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Chers bénéficiaires, je tiens à vous féliciter pour votre parcours dans tous les processus de ce projet. Avant de clore mon propos, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à la mission de l'OIM de Djibouti représentée par la représentante de l'OIM, Mme Lalni. Son soutien indéfectible ainsi que ses efforts exemplaires et louables nous ont très grande utilité. Je remercie également les payeurs de fonds et surtout l'équipe de l'ONARS et l'OIM pour la réalisation de ces projets. Je vous remercie de votre attention. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, un incendie s'est déclaré hier soir au quartier 6. Les dégâts donc sont importants avec 10 habitations détruites. Les sapeurs-pompiers donc sont arrivés très vite sur les lieux afin de maîtriser rapidement l'incendie. Ils étaient aidés également par les habitants de quartier 6 donc pour donc maîtriser le feu et sauver donc ce qui pouvait l'être. On ne déplore aucune victime heureusement, mais les dégâts sont importants. Les causes de cet incendie sont pour le moment indéterminées. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Alors, nous allons rester dans la région Samatar au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga ont demandé pardon au peuple kényan.
Effectivement, le président Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga se sont excusés hier pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. Un geste symbolique devant appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. Après une poignée de main surprise en mars symbolisant la fin de leur affrontement, les deux hommes sont cette fois tombés plusieurs fois dans les bras l'un à l'autre dans une ambiance très décontractée à l'occasion de la prière nationale. Comme pour renforcer le porté de leurs gestes et de leurs deux hommes qui n'ont cessé de s'appeler mon frère, étaient accompagnés hier du vice-président William Ruto et du coalition de Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, qui ont également présenté des excuses et échangé des accolades, une première depuis les élections, Ahmed. Et l'Organisation des Nations Unies ce matin qui demande un accord de paix au Soudan du Sud sous peine de sanctions. Effectivement, la résolution présentée par les États-Unis est approuvée par les 9 des 15 membres du Conseil. Les 6 autres se sont abstenus, notamment la Russie, la Chine, l'Éthiopie, un acteur clé des efforts de paix dans la région. Elle demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de l'informer d'ici 30 juin si le cessez-le-feu entre en vigueur. En décembre, tient toujours si les deux parties sont parvenus à un accord politique viable. Dans le cas contraire, Ahmed, le Conseil examinera dans les 5 jours suivants la présentation du rapport, l'instauration des sanctions contre le ministre sud-soudanais de la Défense, Kuol Munkyok Juk, et 5 autres responsables, ainsi qu'un possible embargo sur l'armée. Et direction donc les États-Unis, le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un est sur la bonne voie. Effectivement, le sommet Trump-Kim Jong est sur la bonne voie, en croire le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Selon lui, des vrais progrès ont été faits lors de 2 jours et de réunions à New York avec le général Kim Jong-chul, bras droit du dictateur nord-coréen. Kim Jong-un est ensuite rendu à Washington pour remettre la lettre personnelle de Kim Jong-un au président Trump, à 12 jours à peine de l'éventuel sommet bilatéral à Singapour. Le contenu de cette lettre reste un mystère pour son destinataire. Dans le même temps, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov était reçu pour la première fois à Pyongyang par Kim Jong-un, qui l'a en retour invité en Russie, preuve de volonté de la Russie de ne pas laisser isoler en plein bouleversement sur la scène diplomatique. Et enfin, Samatar, Facebook lance son premier hub technologique au Nigeria. Effectivement, le géant américain Facebook a lancé son premier hub communautaire pour les startups innovantes à Lagos, capitale économique du Nigeria. Il s'est fixé l'objectif de former au numérique 50 000 jeunes entrepreneurs créatifs ou développeurs. Le Nigeria regorge d'un effort, Ahmed, rappelant le potentiel économique et humain. Plus de 22 millions de personnes dont le pays utilise Facebook. 87% des PME accordent plus d'importance aux compétences numériques qu'elles s'y acquises à l'école. La présence de Facebook dans le pays va aider l'amélioration des aptitudes du Nigeria à favoriser la croissance et le développement économique du pays, selon Yves Abdeyo, assistant spécial du vice-président pour l'innovation et l'entrepreneuriat. En dehors de Lagos, le NG Hub from Facebook aidera également un certain nombre de hubs technologies existants pour leur permettre de fonctionner comme des centres d'apprentissage. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.